Lizzie présente Le Bureau des Affaires Occultes, tome 4, Le Chant Maléfique, de Éric Foissier, lu par Benjamin Jungers. Bonjour, c'est Éric Foissier. Je suis très heureux de vous accueillir au seuil du Bureau des Affaires Occultes pour cette 4e aventure de Valentin et d'Aglaé. Cette fois, votre inspecteur favori va quitter Paris et ses ruelles sombres pour gagner la Vendée et plonger au cœur des intrigues politiques de l'époque. Un monde qui lui est beaucoup moins familier que celui des truands, mais qui peut s'avérer tout aussi dangereux. Laissez-vous emporter par le talent de comédien de Benjamin Jungers, qui sait si bien incarner mes personnages et faire surgir de la page écrite les univers romanesques que j'ai imaginés pour vous. Embarquez en sa compagnie pour le mystère et l'aventure, je suis certain que vous ne le regretterez pas. À Isabelle Lafont, mon agent, qui a rendu possible cette belle aventure en m'accordant sa confiance et a ainsi permis à Valentin, à Aglaé et à tous les autres de toucher un si large public. À Maëlle Guillot, mon éditrice, pour son accompagnement bienveillant et son enthousiasme tellement stimulant. J'aime passionnément le mystère parce que j'ai toujours l'espoir de le débrouiller. Charles Baudelaire, Le spleen de Paris. Prologue. Les yeux perçants suivent de loin le frémissement des hautes herbes. Des mouvements infimes dans la pénombre crépusculaire, mais qui trahissent pour ce regard exercé la lente progression de la proie. Celle-ci avance avec prudence et marque de nombreux arrêts, comme si, dotée d'un sens inné du danger, elle avait conscience de la menace qui plane au-dessus d'elle. On dirait qu'elle a besoin de humer l'air pour prendre la mesure exacte du risque, qu'elle cherche à localiser ce qui se tient là, immobile dans l'obscurité, et dont elle ne sait rien, sinon qu'elle doit à tout prix éviter de s'y confronter. Une présence invisible, silencieuse, mais aussi terriblement hostile. Après une station plus prolongée que les autres, la proie reprend son avancée parmi les genêts et les graminées agités par la brise du soir. Il n'y a plus que ce menu sillage à ras de terre pour signaler son passage. Un trait d'encre en travers d'une page jaunie, une plume d'oie qui dérape et griffe le papier. Alors que cette trace infime aborde un bosquet noyé d'ombre, un sursaut du vent entr'ouvre les nuages et laisse la lune éclairer ce coin de bocage désolé. Les mornes vallonnements émergent du néant, comme saupoudrés de cendres. Les yeux du guetteur cessent aussitôt de se mouvoir pour se fixer sur leur objectif. On dirait 2 billes d'onyx, dures et froides. Aussitôt après, se fait entendre, venu du plus touffu des frondaisons, une sorte de souffle bref, comme celui que provoque l'allumage des réverbères à gaz. Floup. Une envolée sonore, suivie d'un grand froissis de feuilles. Une ombre se déploie dans l'enchevêtrement des hautes branches. Puis, telle une pierre, elle pique droit sur l'extrémité de la trouée herbeuse. Le blaireau qui se tient là, pétrifié par une terreur instinctive dont il ignore la cause exacte, ne peut esquiver l'attaque. Tout juste a-t-il le temps de pousser un couinement de détresse. Déjà les serres du rapace se referment sur lui. Le bec redoutable perce les minces os du crâne. Les nuages recouvrent de nouveau l'astre nocturne et tout sombre dans un néant ténébreux. Le bocage maussade et silencieux, les herbes et les arbres, le prédateur et sa victime. Et même cette cruelle évidence selon laquelle, depuis que le monde est monde, le fort domine toujours le faible. Après ? Après, tout pourrait se dérouler sans accroc et se résumer à une scène des plus banales, comme 1001 nuits semblables à celle-ci en recèlent. Des tissus déchirés, des poils gluants de sang, des viscères arrachés, un redoutable carnassier qui engloutit avec voracité une pitance médiocre
dont il sait déjà qu'elle ne suffira pas à apaiser ses féroces appétits. Mais le grand-duc, au sommet de son frêne, n'aura pas la satisfaction de savourer en toute quiétude la petite bête sanguinolente qu'il tient toujours entre ses griffes. Il n'a pas avalé plus de 2 ou 3 becquets qu'il est dérangé par un bruit aussi soudain qu'inhabituel. Cette fois, ce n'est plus un simple bruissement de feuilles qui dissipe le silence de la nuit. Ce sont des branches qui craquent, des ronces qui ploient et se redressent en sifflant. Des pas lourds martèlent le sol sur un rythme précipité. Le rapace en oublie d'achever son maigre repas. Il redresse le col. Sa tête et ses yeux pivotent en tous sens, à toute allure. L'alarme fait frémir son plumage. Ce qui s'en vient là, courant à l'aveugle dans le sous-bois et suant la peur par tous ses pores, c'est une autre sorte de proie. Un gibier est toutefois trop imposant pour que l'oiseau puisse espérer participer à la curée. Dépité, le grand-duc, du haut de son arbre, pousse plusieurs cris brefs, déploie ses ailes et s'éloigne d'un vol pesant et dédaigneux, comme s'il abandonnait à regret son territoire à plus sauvage que lui. L'appel du volatile nocturne a fait sursauter la silhouette qui bondit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.